Bonsoir à tous et bienvenue à cette principale édition d'information sur Gabon 24. Mesdames et messieurs, voici les titres. Au Gabon, ouverture du dialogue citoyen. Les travaux de cette phase débutent ce jeudi. La journée de mercredi a été marquée par une cérémonie solennelle et la mise en place des bureaux des panels. En Afrique du Sud, les funérailles du vétéran de la lutte anti-apartheid Ahmed Kathrada, compagnon de cellule de Nelson Mandela, ont commencé ce mercredi matin à Johannesburg. Jacob Zuma, vertement critiqué par l'illustre disparu, a été interdit d'assister aux adieux. Et puis en France, bavure de la police ou homicide à caractère raciste. La mort des Chinois de 56 ans tués par un policier dimanche à Paris dans des circonstances non élucidées ont entraîné 2 jours de heurts et de pluie d'indignation de la communauté chinoise qui crie au racisme. Voici pour les titres, mesdames et messieurs, je vous le disais en l'instant, Libreville au Gabon, la phase citoyenne du dialogue politique a démarré ce mercredi. Le stade d'Angonje au nord de la capitale a été envahi par des participants venus massivement prendre part à ces assises. Allons retrouver Kevin Oswald Dukaga et Bertrand Saga qui ont, un peu plus tôt dans la matinée, planté le décor. La phase citoyenne durera une semaine. Ce matin, jour d'ouverture, ils sont nombreux à avoir effectué le déplacement. Ce sont les organisations de la société civile. Je représente le mouvement national des jeunes indépendants. Nous sommes inscrits au niveau du panel 2, c'est-à-dire la réforme électorale. Et nous voulons apporter certaines réformes par rapport à ce dialogue sur le plan électoral. Parce que nous savons qu'à chaque sortie de l'élection, peu importe les élections, que ce soit l'élection présidentielle, l'élection législative ou autre, il y a toujours eu des soucis. Donc il faudra réformer ces institutions-là qui gèrent les élections. Donc vraiment nous avons beaucoup d'attentes par rapport à cela. Plus de 1000 représentations de la société civile prennent part aux discussions. Nous sommes dans le 4e panel qui parle de la consolidation de la paix et de la cohésion nationale. Nous estimons aujourd'hui que quelles que soient nos appartenances politiques, quelles que soient nos appartenances religieuses, quelles que soient nos appartenances ethniques, nous sommes interpellés par l'intérêt supérieur de la nation. Les syndicats au Gabon sont maintenant constitués comme des partis politiques. Il y en a qui sont là, qui en font leur propriété. Il y a quand même des lois qui régissent le syndicalisme de façon nationale et internationale. Il faut que nous arrivions à ces lois pour éviter l'anarchie que nous constatons aujourd'hui. Cette phase citoyenne précède celle dite politique qui va regrouper l'ensemble des partis ayant dit oui au dialogue. Restons sur ce dialogue où de nombreux médias à la fois nationaux et étrangers vont couvrir le dialogue de bout en bout. Allons savoir ce que pensent les journalistes de la tenue de cette grande messe avec nos envoyés spéciaux Kevin Oswald Dukaga et Bertrand Saga. Une centaine d'organes de presse nationaux et internationaux vont assurer la couverture médiatique de ce dialogue politique inclusif qui a officiellement été lancé mardi par le président de la République. L'affluence du nombre de médias dénote ici de l'importance de cette grande messe politique, comme l'indique ce journaliste indépendant du journal camerounais Mutation. Ce dialogue est la bienvenue. Je pense que le Gabon a rendez-vous avec son histoire. Après la tenue de la conférence nationale des années 90, après les accords de Paris, après les accords d'Arambo en 2006, nous voici à nouveau au dialogue national. Je crois que c'est une très belle occasion et c'est une perche que le pouvoir tend à tous les opposants, à tous les acteurs de la société civile, afin que les uns et les autres réfléchissent sur l'avenir institutionnel du Gabon. Ceux qui ne sont pas là ne peuvent que s'en vouloir, et les absents ont toujours tort, parce qu'il faut le dire que le dialogue est inclusif. Et il y a un des participants, des grands ténors de l'opposition, qui a d'ailleurs dit qu'il espère que ceux qui ont refusé de prendre part à ce dialogue vont retrouver, parce que le dialogue c'est jusqu'au 10 mai, donc ils ont encore tout le temps certainement de revoir l'opposition. Un mois durant, ces hommes de médias vont jour pour jour donner les informations pour mieux édifier la population sur les différents contenus. La phase citoyenne du dialogue politique a débuté par la mise en place des bureaux de différents panels. Le choix des membres de ces bureaux a été fait par les participants selon leur mode de désignation. Chimène Sandra Sengon et Hervé Aubian. Les bureaux des 4 différents panels de la phase citoyenne du dialogue politique sont désormais constitués. Leur composition obéissait à un processus différent en fonction du choix de chaque corporation du panel. Il fallait que chaque association soit représentée ici et que les bureaux devaient on devait choisir nos dirigeants nous-mêmes. Si le consensus est la méthode de certains, pour d'autres, le choix a été plutôt houleux.
nous avons choisi le consensus pour pouvoir élire nos différents éléments. Nous sommes passés par vote. Il fallait un vote pour être un peu plus clair. Plusieurs sujets en rapport avec le développement, la culture, l'environnement, le social et autres seront débattus dans différents panels. Les arguments vont être évoqués sur le plan du développement. Les arguments vont être évoqués sur le plan culturel. Les arguments vont être évoqués sur le plan de l'environnement. Et enfin, les arguments vont être évoqués sur le plan social. Vous savez, s'il y a un accent particulier qui est mis sur le social, le peuple se retrouve et à travers de là, il y a une assise de la paix, il y a une mise en place de la paix, il y a une consolidation qui se fait à travers des actes positifs que nous pouvons poser. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a promis prendre en compte les propositions de cette première phase citoyenne prévue se dérouler pendant une semaine. Parlons journée citoyenne à présent. Les chefs de quartier des 6 arrondissements de la capitale gabonaise ont tenu un discours à l'endroit des populations afin d'édifier ces derniers sur le bien fondé de la journée citoyenne. Le reportage de Gabriel Ratanga et Mirandangue. Les chefs des quartiers des 6 arrondissements de Libreville ont tenu un discours à l'endroit des populations des différents quartiers de la capitale gabonaise sur la journée citoyenne qui se tient désormais tous les premiers samedis du mois. Je suis Valentin Blabamba, chef de quartier d'Atsibuntos. Je m'adresse à vous à ma qualité de représentant des chefs de quartier du 2e arrondissement de la commune de Libreville pour relayer le message de la mairie de Libreville auprès des populations des quartiers. Je voudrais vous rappeler que le gouvernement a décidé, depuis l'année dernière, en 2016, sur les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, que la journée citoyenne se déroulera désormais tous les premiers samedis du mois, dans tous les quartiers, tous les arrondissements et dans toutes les villes du pays. La journée citoyenne vous est destinée parce que vous êtes des citoyens et que vous êtes interpellés sur le maintien de l'environnement en état de propreté permanent. Que ce soit chez vous à la maison, votre lieu de travail, votre lieu de culte ou encore à l'école pour les enfants. Vous voilà désormais avertis. La journée citoyenne est un devoir pour tous. Pensez-y. La journée citoyenne destinée à toute la population gabonaise, tout rang social et lieux confondus, est une initiative des plus hautes autorités de l'État en partenariat avec la mairie en vue d'interpeller les habitants de la capitale sur le maintien de l'environnement en état de propreté. Alors en Côte d'Ivoire, où accusée de crimes contre l'humanité, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, a été acquittée mardi au terme de plus de 10 mois de procès. Linda Gelmagunga. Le verdict est tombé le 28 mars. Simone Gbagbo est acquittée par la cour d'assises d'Abidjan. Jugée pour crimes contre l'humanité, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire n'a pas été reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés et qui remontent à la crise post-électorale de 2010 dans son pays. Le jury, à la majorité, a ordonné sa remise en liberté immédiate si elle n'était pas retenue pour d'autres causes. Une décision saluée par le parti politique, le Front populaire ivoirien FPI, qui l'interprète comme une volonté d'aller à la réconciliation. Mais rien n'est acquis, les partis plaignant en 60 jours pour introduire une demande contre cette décision. Le procès qui vient de s'achever a été plusieurs fois reporté et l'accusée était constamment absente de la barre. Lundi, ses avocats commis d'office ont refusé de se présenter au parquet. Toutefois, déjà reconnue coupable d'atteinte à la sûreté de l'État, Simone Gbagbo purge actuellement une peine de 20 ans et ne sera pas libérée à l'issue de ce verdict. En bref, dans ce journal, le président soudanais est arrivé hier soir à Amman pour prendre part au sommet de la Ligue arabe qui s'est ouvert ce mercredi dans la capitale jordanienne. Et par ce déplacement, Omar el-Béchir brave une fois de plus l'émission des mandats d'arrêt international lancés contre lui par la Cour pénale internationale. Et puis, en Afrique du Sud, les funérailles du héros anti-apartheid Katrada, les funérailles donc du vétéran de cette lutte anti-apartheid, compagnon des cellules de Nelson Mandela, ont commencé ce mercredi matin à Johannesburg. Michel Mabika nous fait le récit.
Le président sud-africain Jacob Zuma devait être mercredi le grand absent des funérailles du héros de la lutte anti-apartheid, Ahmed Kathrada, décédé mardi à 87 ans, auquel doivent participer la quasi-totalité des responsables politiques du pays. Compagnon de cellule de Nelson Mandela et figure historique de son congrès national africain, Ahmed Kathrada avait publiquement demandé l'an dernier la démission de l'actuel chef de l'État, englué dans une litanie de scandales de corruption. Le président Zuma n'assistera pas aux funérailles et à l'hommage national, conformément aux souhaits de la famille. Jacob Zuma a toutefois officiellement reporté de quelques heures la tenue du Conseil des ministres prévu ce mercredi pour permettre aux membres du gouvernement d'assister aux funérailles prévues à Johannesburg. Toute l'Afrique du Sud a rendu mardi un hommage ému, unanime et élogieux à celui que l'on surnommait Oncle Kati, emprisonné avec Nelson Mandela à la prison de Robben Island. Au Mozambique, la fièvre s'est emparée de Montrepois et Tania Mabuta n'y va pas par 4 chemins pour la décrire. L'essor de la mine de rubis, les convoitises et surtout les violences qu'elle suscite ont fait de cette ville le Far West du Mozambique. Reportage. C'est ici, à Montepuez, dans le nord du Mozambique, qu'un paysan a découvert le premier rubis sans savoir ce que c'était. Désormais, 40% des rubis vendus dans le monde proviennent de cette région d'Afrique qui pourrait renfermer les plus grandes réserves jamais découvertes. La compagnie mozambicaine qui possédait la concession s'est associée au groupe britannique Gemfields qui exploite la mine. Notre but, c'est de retrouver le lit de la rivière dans lequel le rubis s'est déplacé il y a 500 millions d'années, transporté par la pluie et disséminé dans la roche. Ensuite, il ne reste plus qu'à envoyer cette roche dans l'usine de traitement, la laver et voir s'il y a des rubis. Les pierres sont ensuite triées à la main. Ici, on ne plaisante pas avec la sécurité. Chaque employé est fouillé plusieurs fois par jour. Depuis 2012, l'affaire est très rentable. L'entreprise a engrangé 225 millions de dollars de recettes au total lors de ventes aux enchères à Singapour. Le Mozambique n'avait pas réalisé qu'il était assis sur une ressource aussi extraordinaire. Ce que nous avons permis, et ce en quoi nous aidons le Mozambique, c'est de faire entrer ces rubis sur le marché international, en leur apportant leur vraie valeur, ce qui à terme permet d'aider le pays et d'aider la population. Mais pour la région de Montepuez, la découverte est loin d'être une bénédiction. La ruée vers le rubis a attiré des milliers de mineurs artisanaux et des négociants venus des pays voisins et de Thaïlande. Les tensions entre illégaux et forces de sécurité ont déjà fait plusieurs morts. Le mois dernier, la police a lancé une grande opération. 3700 personnes ont été arrêtées. Les 2 tiers, des étrangers, ont été expulsés. Ils dénoncent la brutalité des forces de police et des humiliations. Cette fois, ils sont revenus et ils ont commencé à tirer. 2 personnes ont été touchées là-bas dans la forêt. L'une est morte, l'autre est à l'hôpital. Ces hommes affirment n'avoir pas d'alternative pour nourrir leur famille. Le gouvernement encourage les mineurs mozambicains à se regrouper en association pour revenir dans la légalité. Mais pour les étrangers, il a clairement fait le choix de la répression. En France, la mort d'un Chinois de 56 ans tué par la police dimanche à Paris, dans des circonstances encore difficiles à établir, a provoqué les heurts et l'indignation de la communauté chinoise dans la capitale française pour la 2e nuit consécutive. Le récit de Linda Gaël-Mogonga. Les Chinois vivant en France s'indignent de la mort de leurs compatriotes tués par un policier à Paris dans des circonstances non élucidées. Depuis 2 jours, les mouvements de contestation se multiplient. La Chine a demandé mardi à la France de garantir la sécurité et les droits de ses ressortissants tout en exigeant que Paris fasse la lumière sur cette affaire. 4 des 5 enfants du disparu étaient présents sur les lieux du drame et ont déjà donné leur version des faits aux forces de l'ordre. En attendant les résultats de l'enquête, certains spéculent sur une bavure policière et l'avocat de la famille du disparu confie qu'une plainte sera déposée. SOS Racisme a réclamé dans un communiqué une enquête sérieuse exemptée de toute conclusion préétablie. Le ministre de l'Intérieur a pour sa part condamné fermement ces violences à l'égard des forces de l'ordre et les a assurés de son soutien. Le président de la collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre, s'est félicité mercredi de l'arrivée dans la soirée de la délégation ministérielle qui symbolise, selon lui, la reprise des négociations. La mobilisation d'hier est historique et symbolique d'une exaspération d'une Guyane qui se sent oubliée par la République, a-t-il affirmé. 2 ministres se sont envolés ce mercredi pour la Guyane.
avec l'espoir de trouver une issue à la crise qui paralyse ce territoire depuis une semaine. Le Premier ministre ayant salué l'esprit de responsabilité des Guyanais au lendemain de manifestations massives qui se sont tenues dans le calme et la dignité. Le Premier ministre était entouré du ministre de l'Intérieur et de la ministre des Outre-mer, juste avant leur départ pour la Guyane, où ils étaient attendus en fin d'après-midi. L'arrivée de la délégation ministérielle aujourd'hui symbolise pour nous la reprise des négociations qui avaient été interrompues à l'occasion de mon refus de signer un pacte au rabais. Le rapport de force s'est précisé mardi avec la plus grosse manifestation jamais organisée dans ce département à l'aveu même de la préfecture. Entre 8 000 et 10 000 manifestants ont été comptabilisés par la préfecture à Cayenne et entre 3 500 et 4 000 à Saint-Laurent-du-Maroni, les deux plus grandes villes guyanaises. La mobilisation des Guyanais hier, elle est historique, elle est symbolique de l'exaspération d'une Guyane profonde qui considère qu'elle est oubliée par la République. La situation était calme ce mercredi à Cayenne au lendemain des manifestations historiques en Guyane et à quelques heures de l'arrivée de la délégation ministérielle chargée de trouver une issue à la crise. Mais les barrages routiers en vigueur depuis une semaine sont tous maintenus, comme celui érigé devant la collectivité territoriale de Guyane où des Guyanais continuent de se relayer nuit et jour. Et puis en Irak, de larges avenues silencieuses, des jardins abandonnés. Le temps semble s'être arrêté dans la ville chrétienne irakienne de Karakosh, qui peine à revivre 5 mois après la fuite des djihadistes du groupe État islamique. Reportage. Dans cette ville chrétienne autrefois animée du nord de l'Irak, c'est comme si le temps s'était arrêté. Le groupe État islamique a capturé Karakosh en juin 2014, dévastant églises, icônes, croix et cloches. Les djihadistes ont été expulsés par les forces irakiennes en octobre 2016, mais la ville reste déserte. Seuls quelques combattants d'une milice chrétienne locale errent dans les rues. Je suis au-delà de la tristesse, je suis ravagé, mes émotions sont même brisées. Ce que nous souhaitons, c'est que les habitants reviennent ici. Beaucoup ont fui, ont quitté le pays. Certains sont allés en Australie, d'autres en France ou aux États-Unis. La cour de l'église a été transformée en champ de tir et les étuis de balles tapissent le sol. Beaucoup d'anciens habitants comme cette famille installée dans la ville voisine d'Erbil attendent encore de rentrer chez eux. Mais les services municipaux ne sont pas encore rétablis et il est impossible de réparer pour l'instant les maisons détruites par les combats. Quand nous sommes partis, nous n'avons pas pris nos affaires avec nous. Rien. J'ai nettoyé la maison, je l'ai fermée, à clé, on est parti. Je pensais qu'on serait parti 2 ou 3 jours avant de revenir, mais ça fait 3 ans. Beaucoup des chrétiens de Karakosh vivent aujourd'hui dans différents camps dans le nord de l'Irak. Ici, près de 1200 personnes se sont installées selon les autorités locales, mais d'anciens habitants retournent dans la ville pour marquer leur présence. Avant sa prise par les djihadistes, Karakosh comptait 50 000 habitants. Un autre exemple de ces villes irakiennes dévastées par le groupe État islamique. Depuis janvier 2014, plus de 3 millions d'Irakiens ont dû fuir leur foyer à cause des violences. Aux États-Unis, le mur que prétend construire Donald Trump entre les États-Unis et le Mexique diviserait le territoire des Indiens Tohono-O'odham, la seule nation autonome dont une partie de la population vit sur le sol mexicain. Reportage. Leur chant retentissait sur ces terres bien avant l'existence de la frontière. Un concept d'ailleurs inimaginable pour les indigènes Tohono-O'odham et qui n'existe pas dans leur vocabulaire. Mais aujourd'hui, le projet de mur de Donald Trump entre le Mexique et les États-Unis compromet l'avenir de ce peuple. Cela coupe notre cœur en deux. La moitié de notre cœur est à Sonora et l'autre moitié en Arizona. Et vous ne pouvez pas être complet si vous avez le cœur coupé en deux. Peuple du désert, les Tohono-O'odham sont séparés par la frontière depuis 1 siècle et demi. Presque 90% d'entre eux vivent sur le sol américain, de même que leurs hôpitaux et leurs institutions politiques. Des lieux de culte et des cimetières se trouvent en terre mexicaine. Ici, le dernier passage libre qu'ils peuvent utiliser, objet d'un litige avec le propriétaire de ces terres. Les autorités veulent les forcer à passer par un poste frontière.
Nous perdrions plus de 7 heures s'il fallait qu'on fasse un détour jusque là-bas. Et si c'est une urgence médicale, comment on fait? Il sera peut-être déjà trop tard quand on y sera. Avec ce mur controversé, Trump prétend freiner l'immigration illégale et le commerce de la drogue entre les deux pays. Mais ce projet séparerait la nation autonome de sa population installée au Mexique par plus de 120 km. S'ils mettent un mur ici, ils nous retirent une partie de nous qui a toujours été là. C'est elle qui nous permet de continuer, c'est elle qui fait notre force. La résistance au mur de Trump s'ajoute aux efforts des Tohono-O'odham pour sauver leur langue et leur tradition. Ils assurent qu'ils se battront au nom de leurs ancêtres et de leurs enfants pour que leur cœur ne soit pas coupé en deux. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Voici le rappel des titres. Au Gabon, ouverture du dialogue citoyen. Les travaux de cette phase débutent ce jeudi et la journée de mercredi a été marquée par une cérémonie solennelle de la mise en place des bureaux des panels. Et puis en Afrique du Sud, les funérailles du vétéran de la lutte anti-apartheid Ahmed Kathrada, compagnon des cellules de Nelson Mandela, ont commencé ce mercredi matin à Johannesburg. Jacob Zuma, vertement critiqué par les illustres disparus, a été interdit d'assister aux adieux. Et puis en France, bavure de police ou homicide à caractère raciste. La mort d'un Chinois de 56 ans tué par un policier dimanche à Paris dans des circonstances non élucidées ont entraîné en 2 jours des heurts et une pluie d'indignation de la communauté chinoise qui crie au racisme. Refuser d'aimer par peur de souffrir, c'est comme refuser de vivre parce qu'on sait qu'on va mourir. Restez sur Gabon 24, l'information continue. En territoire congolais, la CNAMGS, conduite pour l'occasion par le Dr Guy Patrick Obian, verse au chapitre de la réforme du système d'assurance maladie universelle au Congo sa part de savoir. Un savoir empirique, car en effet, au bout de 10 ans d'activité diversifiée et améliorée au fil des âges, l'institution gabonaise est parvenue à se distinguer au point parfois de servir de modèle. Nous avons été invités par le ministre des Affaires sociales, le ministre en charge de la sécurité sociale, pour partager notre expérience dans le cadre de l'assurance maladie du Gabon. On est heureux d'avoir cette restitution parce que ça nous donne une idée claire de ce qui devrait être fait ici au Congo pour commencer l'opérationnalisation de l'assurance maladie. L'aphorisme selon lequel nul n'est prophète chez soi se vérifie. Au Congo, la présence de la délégation gabonaise est une occasion en or, une occasion rare et précieuse dont il faut tirer le maximum de bénéfices. Aujourd'hui, l'idée, c'est faire en sorte que, comme le président l'a voulu, qu'il y ait une assurance maladie universelle, c'est-à-dire qui couvre tout le monde. Et ceux qui peuvent cotiser et ceux qui ne pourront pas cotiser, qui auront aussi une prise en charge, que tout le monde puisse avoir accès aux soins de santé de qualité. Le Congo est sur la bonne voie. Il faut y aller, rapidement mettre en place des structures, des institutions qui permettent la mise en œuvre réelle de l'assurance maladie. Ce séjour au Congo est en quelque sorte une réponse favorable à la visite il y a quelques semaines d'une délégation congolaise à Libreville, dont le but était d'apprendre du modèle gabonais. Au-delà du simple renvoi de politesse, on est tenté de croire que c'est une véritable collaboration sud-sud qui se renforce entre les deux pays pour une meilleure couverture sociale des peuples gabonais et congolais.